What we're talking about is money. Real money. Amigo money. No dough, no show. Bienvenue dans Hollywood's Bull, le podcast qui aime les blockbusters, surtout quand ils partent en couille. You see, Hollywood is writing our lives. I'd buy that for $1. It's no expense. Show me the money! Chères auditrices et chers auditeurs, dans cet épisode, j'accueille Thomas Quaspel. Bonsoir Thomas. Bonsoir, comment ça va? Bah écoute, ça va moyennement sur ce début d'année, je pense que ça s'entend à ma voix, mais bon, on essaie de se retaper un petit peu. Je pense qu'il y a un petit Covid qui est passé par là. Mais en tout cas, je suis très content de te retrouver. T'étais venu l'année dernière dans la zone fantastique pour parler de la montagne. Oui. Donc là, cette fois-ci, tu reviens pour parler d'un blockbuster de ton choix, un blockbuster un peu particulier qui pourtant, j'ai l'impression, a quand même une certaine cote chez les cinéphiles, puisqu'il s'agit du 13e guerrier de John McTiernan, sorti en salle en 1999. Now, one man Tell them I am no warrior. who has never known courage Of that they are aware. will join 12 warriors I cannot lift this. Grow stronger. who have never known fear. Let's go, little brother. I do not enjoy heights. And become something he never dreamed possible. Prepare yourself. One of them. From Michael Crichton, author of Jurassic Park, and John McTiernan, director of Die Hard. I am not a warrior. Very soon you will be. Alors Thomas, est-ce que tu réussirais à nous faire un pitch du 13e guerrier ? Oui, en tout cas, je vais essayer. Donc, c'est l'histoire de Ibn Khaldun, un ambassadeur envoyé par le califat de Bagdad en Europe pour tisser des relations commerciales avec les peuples que les arabo-musulmans considèrent comme des barbares. Et on suit cet ambassadeur dans un pays qu'il connaît mal jusqu'à rencontrer des Vikings qui sont eux-mêmes en train de remonter un fleuve et donc en pays étranger aussi pour eux. Et il est intrigué, et donc avec son compagnon et interprète principal, il va rentrer dans l'intimité de ce groupe de guerriers qui en fait célèbrent la mort d'un de leurs souverains. Et à l'occasion de cette cérémonie funéraire, il y a un messager qui arrive, c'est un petit garçon, et en fait il porte une demande d'aide d'un roi viking bien plus au nord. Et donc une sorte de chaman ou sorcière commence à faire une prédiction comme quoi il faudrait 13 guerriers pour aller combattre le mal qui ronge le nord. Et elle énonce un peu la description des guerriers qui sont censés faire l'expédition jusqu'à dire « et le 13e guerrier devra être un étranger ». Et donc là, tout le monde se retourne vers notre héros qui se sent un peu pris au dépourvu, mais qui suit en fait cette expédition-là. Donc lui, Ibn Khaldun, c'est un érudit, un poète, quelqu'un qui est plutôt tourné vers la littérature, vers une sensibilité d'esthète, on va dire. Oui, voilà. Et pas forcément un guerrier intrépide par rapport à ses amis vikings. Et tout le début du film, ça va être un peu la rencontre entre ces deux mondes. Et finalement, on va arriver donc dans ce fameux royaume menacé par un peuple quasi monstrueux, qui est montré comme quasiment cannibale, de l'ordre du monstre. Donc au début, on croit que c'est pas vraiment des humains, et puis petit à petit, on en apprend plus sur leur culture. Et finalement, c'est l'histoire de comment ces 13 guerriers vont réussir à défaire un peu cette menace avant que du coup notre héros puisse retourner dans son pays. Oui, alors, effectivement, on va parler plus en détail de la production et surtout de la post-production assez chaotique du film. C'est d'abord une œuvre malade, ça fait partie de ces grands blockbusters malades. C'est ça qui est très intéressant parce que t'as des impressions mitigées quand tu vois ce genre de film. À la fois, tu regrettes que le film soit pas à la hauteur de ses ambitions, du cahier des charges initial, et souvent des noms qui sont associés au projet. T'attends plus d'un projet porté par John McTiernan notamment, mais c'est aussi des films qui ont quand même une certaine sympathie. T'as quand même une certaine sympathie, une certaine estime pour ces espèces de moutons à trois pattes, enfin pour ces espèces de projets qui sont à la fois bancals d'une certaine façon et qui en même temps, par certains moments, laissent transparaître leur plein potentiel. En fait, on arrive à voir se dessiner ce qui aurait été le film s'il avait été en pleine possession de ses moyens d'une certaine façon.
façon. Là, donc, on part sur une adaptation de Michael Crichton, un livre sorti en 1976. Le titre en français, c'était Le Royaume de Loggar, qui est un des personnages qu'on voit à un moment dans le film. Bon, c'est un titre, à mon avis, assez mal choisi. Le titre original du roman, c'était Eaters of the Dead, les mangeurs de morts, on peut dire d'une certaine façon. Et parfois, le bouquin a été retitré après dans d'autres éditions, d'ailleurs en français, Les mangeurs de morts. Et ensuite, au moment de la sortie du 13e guerrier, il a été retitré Le 13e guerrier. Donc, Michael Crichton, qui est un grand auteur de best-sellers littéraires, de page-turner, comme on dit, qui a toujours des concepts très forts. C'est à lui qu'on doit bien sûr Jurassic Park notamment, qui était déjà un auteur à succès dans les années 70. Donc ce livre... Alors moi j'avais noté que les droits avaient déjà été optionnés en 79, donc avant l'adaptation de 99, Crichton avait été pressenti pour adapter lui-même le roman et être le réalisateur du film en 79. À l'époque c'était Orion Pictures qui avait optionné le roman. Finalement ça s'est jamais fait et en fait il y a eu juste le projet d'adapter par McTiernan qui avait aussi signé pour un autre livre de Crichton, Airframe. Voilà. Et finalement, après le bid du 13e guerrier, il s'est désengagé, du coup, McTiernan de Airframe, pour aller faire Thomas Crown, qui a été son film suivant. Donc un remake de l'affaire Thomas Crown avec une autre compagnie qui est United Artists. Donc ces ruptures de contrat à Hollywood, c'est assez fréquent, mais souvent, ça signe que véritablement la collaboration a été un échec. Et je pense qu'on va pas mal revenir ensemble sur ce qui a peut-être un peu précédé le tournage, mais surtout, comme tu dis, le post-production hell qui a fait qu'il y a eu beaucoup de différents artistiques entre Crichton et McTiernan jusqu'à carrément qu'on lui enlève le final cut, quoi. Alors, en fait, t'as sauté une étape parce que au moment où Disney, via Touchstone, reprend les droits du roman au début des années 90, il a d'abord été question que ce soit Stuart Gordon qui soit à la tête du projet. Je sais pas si t'en as entendu parler. Parce que Stuart Gordon, alors plutôt réalisateur de films à petit budget de série B horrifique, bien évidemment Reanimator, Fortress avec Christophe Lambert, un film que j'aime particulièrement. Mais il faut pas oublier que Gordon est aussi à l'initiative de Chérie, j'ai rétréci les gosses. C'est lui qui avait pondu la première mouture du scénario, ce qui lui a fait gagner beaucoup d'argent et ce qui l'a mis en bonne relation avec Disney. Chérie, j'ai rétréci les gosses, si je dis pas de bêtises, c'est 89. Donc début 90, Stuart Gordon se voit proposer le projet 13e guerrier et voilà, ça allait être un projet peut-être un peu trop ambitieux pour un réalisateur qui est pas habitué forcément à ces gabarits de production comme un 13e guerrier. Et finalement, c'est McTiernan qui va récupérer le projet un peu plus tard dans les années 90. Et on sait que l'un des problèmes du film, c'est justement que John McTiernan et Crichton ne se sont pas entendus. Conflit de personnalité, divergence de point de vue sur le film, à mon avis, un peu tout ça, bataille d'ego. Bon. Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu retiens du 13e guerrier? Qu'est-ce que tu gardes quand même de positif dans ce film en le revoyant aujourd'hui en 2026? Est-ce que malgré ce côté blockbuster malade, est-ce que tu lui vois encore des qualités aujourd'hui? Oui, je vois des qualités, mais qui, je pense, sont revues à la baisse par rapport à mon souvenir. Je pense que le film a un peu vieilli sur l'aspect notamment interculturel. C'était là-dessus que j'avais de bons souvenirs. Je m'étais dit, quand même, pour un blockbuster, ça fait des efforts notables en termes de rapport interculturel. Et finalement, en le revoyant, je me suis dit que c'était quand même un vieux film, quoi. Par contre, ce que je retiens de très positif, c'est un solide milieu en termes de mise en scène, d'action, d'aventure. Enfin, vraiment, c'est du classique, mais c'est très bien fait. Et c'est surtout fait avec un style naturaliste qui est assez agréable à voir et qui, je pense, a nourri quand même pas mal de suites. J'ai pensé en revoyant le film, du coup, à certains épisodes de Game of Thrones, au Seigneur des Anneaux. J'ai pensé aussi à l'adaptation de Northman, donc l'idée de revenir un petit peu à Hamlet par rapport au conte originel. Donc je pense que c'est quand même un film qui a fait des petits, mais pour moi le problème c'est que c'est un solide milieu qui est encadré par un début catastrophique et une fin expédiée en fait. À la fin du film, il m'a semblé qu'il manquait une demi-heure pour véritablement accompagner les personnages, se demander qu'est-ce que ça signifiait pour le personnage principal, ce voyage, qu'est-ce qu'il avait appris. Là, c'était vraiment expédié avec une voix off un peu rapidement et surtout, ce qui saute aux yeux, c'est le début la première image, c'est une animation 3D catastrophique avec des vagues, on dirait un mauvais dessin animé des années 90. Et puis un décor très orientaliste. On est à Bagdad, mais dans une reconstitution qui ressemble presque à un mauvais soap opéra. Et donc le film devient vraiment bon quand on découvre plus la culture viking. Et je pense que ça, c'est le cœur du projet pour McTiernan, c'est de nous immerger dans la mentalité et la culture viking. Je suis d'accord avec toi sur les deux points que t'as dit, l'aspect interculturel qui est pas
pas assez développé, qui est un petit peu obsolète aujourd'hui en 2026, et la qualité du traitement, comme tu dis, presque naturaliste de ce décor, de cette histoire, du rapport à la violence aussi, au coup porté, à l'action, ce qui se perd beaucoup, je trouve, à Hollywood ces derniers temps, hein. On a vraiment l'impression qu'il y a plus d'impact dans les coups, il y a plus quelque chose de vraiment physique, de vraiment tangible dans la violence, dans l'action, et plus globalement dans ce que ressentent les personnages dans leur chair, sans que ce soit une question de bataille épique, voilà. Donc c'est vrai que ça c'est une qualité à revoir aujourd'hui sur ce film, mais qui, je suis d'accord avec toi, est desservi par un rythme assez incompréhensible en fait dans le film. T'as cité Northman de Robert Eggers, mais tu vois, Northman c'est un film qui laisse la place à des moments très contemplatifs. C'est-à-dire qu'un film comme Le 13e guerrier, qui est un film qui dure 1h42 il me semble, générique compris, c'est dire si c'est expédié quand même. Aujourd'hui, une histoire comme ça, jamais elle se ferait en 1h42. Il y a eu une espèce d'inflation des durées des films ces dernières années à Hollywood, et même en dehors d'Hollywood, Northman c'est plutôt une production semi-indépendante, un petit peu alternative. On aurait un film qui durerait facilement 2h15, 2h30 pour laisser de la place à ce décor, à cette ambiance, laisser quelque chose effectivement de contemplatif, t'imprégner de cet univers, des moments de mystère aussi dans le film, parce qu'il y a vraiment un moment la possibilité que leurs antagonistes, que les assaillants soient de nature paranormale en fait, soient des créatures fantastiques. Tout ça en fait est vraiment bousculé dans le film, t'as vraiment l'impression d'être bousculé, un peu comme le personnage de Ahmed, hein, le personnage du 13e guerrier. Il a pas le temps de vraiment se poser, de comprendre ce qui lui est arrivé, de comprendre le motif de son exil, qui se retrouve déjà en terre viking. Et ça c'est vraiment très étrange en fait. Tu profites pas vraiment du décor, et Dieu sait si John McTiernan est pourtant un réalisateur dont on a vanté la spatialisation, le talent à spatialiser l'action. Là finalement t'as pas le temps, mais même pas dans les scènes d'action, hein, même dans les scènes où ils posent leur bagage dans un village, ils se posent 2 minutes au coin d'un feu. Tu devrais être du point de vue de Ahmed et être vraiment perturbé par ce décor, vraiment être dépaysé. Voilà, ça devrait prendre beaucoup plus de place, on devrait découvrir avec lui vraiment, on devrait avoir les sensations des odeurs d'une forêt humide, d'un coin de feu au bord d'un lac, enfin de toutes ces ambiances-là. Et finalement, on n'a pas le temps vraiment de se placer dans ce décor. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage quand t'as un John McTiernan aux manettes. On a l'impression que c'est un film qu'on a commandé à un réalisateur d'action un petit peu bourrin et qui se pose pas trop de questions, un yes man de studio qui veut dire ok, ce qu'il faut faire c'est enquiller les scènes d'action, ok, on va aller vite, on perd pas trop de temps, je mets un peu de romance ici, je mets un peu d'humour là, mais il faut aller vite, il faut être vraiment dans les codes hollywoodiens, efficace, dans le rythme hollywoodien, alors que t'attends quand même de McTiernan, qui est un réalisateur qui a un savoir-faire hollywoodien aussi, hein, c'est des films qui sont bien emballés, très rythmés, et qui à mon avis satisfont les producteurs qui sont derrière lui, pour la Fox, pour par exemple Die Hard et Die Hard 3, tu vois, mais il y a aussi à mon avis quand même chez John McTiernan, il y a une culture, c'est un esthète aussi d'ailleurs John McTiernan, tu vois, et donc je pense qu'il aurait davantage voulu donner plus de place à ce décor, à cette ambiance, et en faire quelque chose d'un petit peu plus large, qui appartiendrait davantage à une espèce de grande fresque, plutôt qu'un film d'aventure efficace, resserré sur 1h40. Mon hypothèse en voyant le film et en enquêtant un petit peu sur comment ça le racontait, les déboires sur le tournage et en post-prod, c'est que John McTiernan a mieux compris le thème du film, qui est cette question de dépasser ses appréhensions par rapport à l'autre, à l'altérité, à l'étranger, et comprendre que finalement c'est des humains avec une culture différente mais qui ont des points communs. En fait, il a mieux compris John McTiernan que Crichton lui-même. Et ce problème se loge peut-être dans la raison même qu'a voulu prendre Crichton pour écrire son roman, parce qu'à la base c'était une discussion un peu théorique avec un ami qui lui disait non mais la légende de Beowulf, t'auras beau le raconter de toutes les manières, ça restera nul, inintéressant, ennuyeux, parce que c'est l'histoire d'un gars qui va tuer un monstre et il revient, il n'y a pas plus ennuyeux. Et Crichton avait un peu pris la mouche en disant mais je vais te montrer, il suffit de bien présenter l'histoire, de bien la raconter et ça deviendra intéressant pour les gens. Ce sur quoi il avait trouvé le récit de Ahmed Ibn Fadlan comme étant un point un peu historique. Du coup, c'est un explorateur qui a réellement vécu, donc cette personne avait réellement rencontré les Vikings, et à partir de là, il tisse du coup un mélange entre récit historique et fiction fantastique. Mais je pense que peut-être le thème de l'interculturalité n'est pas si présent que ça, c'est juste une façon de nous intriguer dans l'histoire. Par contre, McTiernan, qui a fait quand même Octobre Rouge parmi les films précédents, c'est pas la première fois qu'il se pose des questions par la mise en scène, notamment de comment je crée de l'empathie avec des gens étrangers. Dans Octobre Rouge, il y a cette scène où on est plutôt du point de vue des marins russes qui parlent russe, et on va avoir un moment de bascule parce qu'il sait très bien que en tant que film hollywoodien, ça peut pas durer en russe pendant 2h30 quoi. Donc on va avoir un moment de bascule où un des personnages russes va lire à haute voix un passage de la Bible, je crois, et au mot Armageddon, il va switcher
switcher en anglais parce que le mot Armageddon se dit de la même manière en russe et en anglais. Et là, dans le 13e guerrier, il refait un peu une séquence comme ça. Au début, notre héros, il comprend pas le viking, et dans une scène autour du feu qui se reproduit plusieurs fois, donc on pense que c'est plusieurs soirs d'affilée, on sent qu'il chope un mot par-ci, un mot par-là, et donc pour nous, spectateurs, il va y avoir un mélange graduel de viking et d'anglais pour que finalement les personnages secondaires se mettent à tous parler anglais parce qu'on est du point de vue d'Ahmed. Et je trouve que vraiment dans les 2 premiers tiers du récit, il y a cet effort de Ahmed presque comme un anthropologue qui essaye de apprendre à parler viking, comprendre la culture viking, pas juger, dépasser un peu ses dégoûts, comme cette scène où les vikings se lavent tous avec la même bassine d'eau, qui le dégoûte énormément au début, pour progressivement devenir un petit peu viking. Donc il y a un effort un peu d'humanisation de l'étranger, et malheureusement pour moi, après il y a une cassure avec les ennemis ultimes, qui sont du coup les Vendol, qui sont présentés comme des bêtes, des hommes des cavernes, des barbares. Donc c'est cette notion de barbare qui a été critiquée dans la première partie, qui est là reprise telle quelle dans la seconde, jusqu'au moment où en fait notre personnage dit non, ce ne sont pas des humains, on ne peut pas les traiter comme tels. Et j'ai découvert, pour finir là-dessus, que Max Tiernan avait une fin qu'il avait imaginée différente de celle de Crichton, où après les avoir encerclés, ces Vendol, et qu'il reste une poignée de survivants parmi les 13 guerriers, et les Vendol auraient lancé un chant de bravoure pour venir saluer la bravoure de ces soldats étrangers, et se seraient retirés. Et donc là, je pense que cette fin-là, si on l'avait eue, on serait pas resté sur les Vendol, ce sont des animaux, des cannibales. On serait resté sur ok, c'est une culture très différente, mais ils sont quand même capables d'empathie. Donc on serait allé sur une fin un peu plus doux amère pour moi, qui aurait été plus intéressante, je pense, que la fin qu'on a eue, qui est clairement la fin hollywoodienne, ce genre de film des années 90-2000. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'était une fin qui, je crois, rendait hommage à Zulu, le film britannique des années 60 avec Michael Caine. Je crois que c'était ça, sa référence. Et effectivement, ça aurait encore ajouté un peu de nuance. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir un film avec un personnage principal qui vient du monde arabe. Il y en a pas beaucoup dans le cinéma hollywoodien. Et qu'en face de lui, il y a des vikings. Et on a aussi de la sympathie pour des vikings. Et on aurait eu en plus, effectivement, de l'estime, en tout cas, du respect pour ce peuple présenté grossièrement comme des sauvages et presque comme des monstres, déshumanisés. Au final, ça les aurait humanisés. Globalement, c'est vrai que ça aurait été parfait, comme fin. Pour finir sur cette déshumanisation, Crichton, lui, quand il écrit son livre, donc c'était aussi 20 ans avant l'adaptation cinématographique, il est sur l'idée un peu populaire à l'époque que les hommes néandertaliens auraient survécu en Europe plus longtemps que juste la préhistoire. Donc il est un peu dans un truc sensationnaliste comme finalement Jurassic Park, quoi. Lui, son high concept, c'est et si les hommes des cavernes avaient survécu au Moyen-Âge. Et je pense que sa réflexion, elle va pas au-delà, en fait. Donc, après, s'il y a des fans du bouquin qui m'excusent, je n'ai pas la connaissance approfondie de ses écrits, mais de ce que j'ai vu en interview, il me semble que Max Tiernan a presque plus réfléchi sur la philosophie du matériau originel que l'auteur, ce qui est un petit peu une situation assez inédite, quand même, où la personne qui adapte souhaite trahir dans un sens presque plus intéressant que l'œuvre originale. Après, ça reste aussi en partie, indiscernable que les deux ont pas vraiment voulu non plus s'expliquer en long et en travers sur cette histoire. Effectivement. C'est vrai que c'est tout l'intérêt d'avoir un réalisateur comme Jane McTiernan aux commandes de ce film, qui est quelqu'un qui a vraiment construit son œuvre cinématographique sur le primitivisme. C'est toujours quelque chose qui l'a intéressé dès Nomads, dès son premier film, qui pourtant était un film très urbain. Il y avait déjà cette notion de tribu, de peuple invisible aux yeux des civilisés, et c'est toujours quelque chose qui l'a intéressé. C'est pour ça aussi, on va pas faire toute une thèse sur John McTiernan, qui est un auteur passionnant, mais c'est pour ça aussi que John McClane est pieds nus, subit les événements, par exemple dans Piège de cristal, il les vit pieds nus pour revenir à quelque chose qui l'ancre dans son corps, pour revenir à quelque chose où il est nu face à une menace, à des antagonistes très élaborés, très civilisés, qui ont tout un attirail technologique pour faire ce braquage, voilà. Et lui, c'est un homme qui revient à quelque chose un peu plus primitif, un peu plus naturel pour se défendre. Voilà, on peut comprendre pourquoi John McTiernan a été placé aux commandes de ce projet. Ce qui est assez étonnant, en fait, c'est que, comme tu le disais, on n'a pas vraiment d'explication des principaux intéressés. Alors, Michael Crichton nous a quittés il y a déjà un moment, mais il aurait eu largement le temps de donner sa version des faits, finalement, pas tant que ça. On n'arrive pas vraiment à démêler le vrai du faux dans cette affaire. Pourtant, ça fait partie, comme je le disais, de tous ces blockbusters dont on a beaucoup parlé, dont on a beaucoup spéculé sur les versions alternatives de montage, sur ce qui s'était passé en coulisses. Et finalement, on a du mal à croire, même McTiernan, quand il dit, par exemple, que sa version à lui, elle durait quelques minutes de plus, entre 5 et 10 minutes de plus. On aurait eu un film d'1h50, grosso modo. T'as du mal à y croire. Alors, ça déçoit beaucoup ceux qui se disent, il y a une version
version cachée de ce film qui dure 2h20, qui est merveilleuse, qui est magnifique. Elle est cachée dans un coffre-fort chez John McTiernan ou dans un coffre-fort chez Disney. Lui il dit bah non. Alors est-ce que il fait ça pour voilà mettre à distance ce projet, dire foutez-moi la paix maintenant avec le 13e guerrier, je veux pas en entendre parler. Contrairement à d'autres réalisateurs font un travail un petit peu de patrimoine sur leur travail et essaient de sauver leur projet même des années plus tard. Lui au contraire, j'ai l'impression qu'il veut pas en entendre parler du 13e guerrier, de moins en moins en tout cas, et qu'on n'a pas de chance de voir une version John McTiernan qui d'après lui voilà était finalement pas si différente en durée, donc t'aurais du mal à penser qu'il y aurait eu un rythme différent qui se serait dessiné par rapport à ce qu'on connaît du film avec seulement quelques minutes en plus. Il y a un acteur parmi les acteurs qui jouent les Vikings qui dit avoir vu la version de McTiernan et qui dit que malgré tout c'était quand même une version très différente, même si elle était pas beaucoup plus longue, elle était quand même très différente, parce que je pense que apparemment Crichton aurait même fait des reshoots quand on a viré McTiernan, et apparemment c'est Crichton lui-même qui aurait C'est pire que ça, il y a eu même pendant le tournage principal, les différents artistiques étaient déjà forts et du coup il y a même des interventions de Crichton pendant le tournage principal, notamment la scène de la chamane ou la chef spirituelle des Vendol, où c'est la première et la seule fois qu'on la verra dans le film, donc on découvre le personnage et en même temps c'est le moment où le héros viking s'apprête à la tuer, donc il y a un petit combat et il finit par être empoisonné par elle et du coup ça donnera la fin du film telle qu'on la connaît. Mais cette scène elle a été tournée en même temps par McTiernan, en même temps par Crichton, et donc l'acteur qui jouait le héros viking devait aller vers un décor puis vers un autre. La seule différence qu'on connaît sur le papier, c'est que McTiernan voulait une vieille femme, plutôt sorcière, tu vois, en mode moyenâgeuse avec des cheveux vraiment pagaille et l'idée d'une matriarche plutôt, c'est ce qui ressort. Alors que Crichton voulait une belle gosse en fait qu'on a eu dans le film finalement. Donc je pense que c'est peut-être pour ça que la version McTiernan elle est pas comme la Snyder Cut, tu vois, un espèce de truc fantasmé par des fans qui auraient une existence concrète. D'une part parce que sûrement que les différents créatifs ils sont dès l'écriture. McTiernan avec cette fin qui serait inspirée du film Zulu, en fait elle a pas été tournée cette fin. Donc c'était au niveau du scénario que déjà il y avait un différent créatif, et je pense qu'il a fait le film parce qu'il se disait j'ai besoin de manger, je suis un artisan, je suis pas juste un créateur. Donc il a fait le film peut-être en se disant que pendant le tournage il allait pouvoir rediriger le truc, et puis finalement Crichton a pris le pouvoir de plus en plus. Et c'est d'ailleurs assez étonnant parce que au début du film, le deuxième carton après Touchdown, c'est Crichton McTiernan Productions. Donc comme s'ils avaient fait une boîte de prod quoi, et que c'était leur première œuvre produite ensemble. Et j'ai essayé de chercher, alors j'ai pas trouvé, peut-être que ça existe, mais j'ai pas compris si ça avait été une société de production qui avait été fondée et puis dissoute immédiatement après pour éventuellement se répartir les bénéfices. Je pense que c'est juste un titre honorifique, comme il y a parfois le nom de l'acteur principal en tant que producteur. Je pense que voilà, ils n'ont aucune responsabilité de production en amont du film. Par contre, ça veut dire que sur leur contrat, Michael récupère 5%, John en récupère 5 aussi. Mais apparemment, quand même, Crichton a réussi à avoir le final cut, lui. C'est-à-dire que le montage, c'est essentiellement celui de Crichton. Donc, il y a quand même à un moment donné une asymétrie dans le pouvoir qui s'est organisé. Ouais. Et de ce que j'ai lu, c'est qu'il avait le statut de producteur et c'est pour ça que finalement, c'est lui qui a eu le dernier mot. Donc, ça reste encore une fois assez mystérieux. Mais on parlait de bénéfices, de recettes. Ils n'en ont pas eu énormément à se les partager. Non. Parce que peut-être faire un petit point rapide sur le box-office en tant que tel. Parce que c'est comme ça qu'on avait choisi le film, si tu te rappelles. On se disait, tiens, parmi les films qui ont vraiment floppé, Le 13e guerrier, c'est quand même un film dont on se souvient. Donc, pourquoi ça a eu un si gros flop? Et donc, ce que j'ai trouvé comme chiffre, c'est que pour un budget estimé entre 100 et 160 millions de dollars de l'époque, il n'a rapporté que 61 millions de dollars. Et ramené à l'inflation aujourd'hui, ça voudrait dire qu'il aurait perdu entre 130 et 243 millions de dollars. Et en termes de top flop, ça le met juste derrière John Carter, The Lone Ranger, The Marvel. Ça serait donc le 4e pire film en termes de rentabilité. Et en fait, du coup, c'est que des films Disney d'ailleurs. C'est drôle. Peut-être ça raconte aussi quelque chose sur la stratégie Disney qui greenlight des projets et qui après est incapable de au moins bien les vendre. Parce que pour le coup, John Carter, The Lone Ranger, c'est des films qui ont été extrêmement mal vendus, extrêmement mal distribués, extrêmement mal marketés. Et apparemment, Le 13e guerrier, c'est pareil. Ils ont lancé un projet qui était basé quand même sur les Vikings tuent des hommes des cavernes cannibales et ils voulaient
le sortir en PG-13, donc c'est-à-dire interdit aux moins de 13 ans, qui est un niveau de violence très très faible. Et puis en cours de route, ils se sont rendus compte, bah non, personne va vouloir aller voir ce film s'il n'y a pas un minimum de gore. Donc c'est Disney qui a réclamé des reshoots avec quelques scènes de gore en plus, en se disant peut-être que là, il y a un segment marketing qu'on va réussir à toucher. Et ça aussi, ça paraît d'un autre temps, parce que comme on l'a dit avec The Northman, aujourd'hui, le film, il aurait été plus long, plus gore, je pense. Oui, t'as pas cité aussi Tom Holland, qui a aussi été un Oui. énorme échec et qui est aussi un film Disney. On en a parlé avec Simon dans un précédent épisode. C'était aussi un film qui avait été très mal vendu, qui avait été un petit peu abandonné au moment de sa sortie par Disney. C'est étonnant de mettre autant d'argent dans des projets et puis finalement de ne pas les assumer par la suite. C'est vrai. Parce que là, si on parle de 160 millions de dollars en 99, c'est énorme, hein. C'est un budget énorme. Là, vraiment, on est dans une catégorie vraiment de méga blockbuster. Je crois que les producteurs de Touchstone avaient dit non, en fait, 160 millions de dollars, c'est en comptant à la fois le budget de production et le budget de sortie, le budget marketing et tout ça. En réalité, oui, on est plutôt proche des 100 millions. D'autres disent non, 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 ce que vous voyez à l'écran coûte 160 millions de dollars, ce qui serait pas étonnant parce que quand t'as des reshoots, quand t'as des problèmes tout au long d'une production, ça fait exploser les coûts de production. Le film a été tourné en 97, sort en 99, donc une gestation aussi longue cache forcément des choses, voilà, et c'est pas impossible effectivement que il y ait eu une version, une deuxième version, des reshoots, tout ça qui fait que le film a explosé son budget initial qui à mon avis était effectivement plutôt aux alentours de 100 millions de dollars, peut-être même en dessous. You can draw sounds. Draw sounds. Yes. I can draw sounds. And I can speak them back. Show me. There is only one God. And Muhammad is his prophet. Alors, est-ce que la faute est à mettre entièrement sur Michael Crichton? Michael Crichton qui avait de toute façon des velléités de réalisateur, il avait déjà été réalisateur, il a quasiment commencé une carrière de réalisateur en simultané de sa carrière d'écrivain à succès. Mon Ouest, qui était un scénario original de sa part, c'est lui-même qui a réalisé le film. Il y a eu Mort suspecte, Coma, La Grande Attaque du Train d'Or, des grands films d'aventure qui ont marqué les spectateurs dans les années 70. Runaway aussi, un film de science-fiction des années 80. Donc je pense que lui, il était d'accord pour vendre ses projets plus tard dans les années 90. Il sentait que bon bah voilà, il avait le vent en poupe et il était très content de vendre Jurassic Park, Harcèlement, Sphère, plus tard Prisonnier du Temps. Mais je pense que il aurait bien voulu garder la paternité complète des projets et réaliser lui-même ces adaptations-là et imposer sa propre vision. Et le problème c'est qu'effectivement, comme on l'a dit, c'est que c'est une vision différente, c'est une vision plus intéressante, moins intéressante, je sais pas, mais à mon avis, voilà, quand il construit cette histoire, lui, il va à une certaine efficacité de page-turner, comme on dit, avec la représentation de ses antagonistes, avec ce côté fantastique. On aurait peut-être eu un film qui aurait davantage entretenu une ambiguïté entre réalité historique, enfin entre film d'aventure et film d'aventure fantastique. Moi, c'est pas pour me déplaire, hein. Finalement, je trouve que les choses sont éventées assez vite dans le film, hein. Mais c'est effectivement au détriment de la dramaturgie, du rapport entre les guerriers, d'autres choses que McTiernan voulait davantage mettre en avant. Et surtout, il aurait peut-être pas eu quand même le savoir-faire de McTiernan en termes d'action, parce que diriger des scènes d'action comme celle-là, diriger une équipe comme ça dans des décors naturels, c'est pas une vocation que tu t'inventes du jour au lendemain, quoi. Et pour ce qui est du côté interculturel dans le film, moi c'est ça qui me manque aussi quand on dit le timing du film d'à peine 1h40. Ce que j'aurais voulu qu'il se développe, c'est à la fois, donc comme je l'ai dit, les décors, les ambiances, toute la première partie du film où le personnage se retrouve dans ce voyage à rencontrer ces vikings, le moment où on lui dit qu'il est le 13e viking, la déclaration d'intention du film est posée, on est à 15 minutes de film seulement, tu vois, donc c'est dire si ça va très vite. Et effectivement, j'aurais voulu que cette partie soit un peu plus installée, qu'il y ait peut-être des péripéties, avant qu'ils soient installés le fait que ce soit un héros et tu suis ces vikings, ah bon, pourquoi attendez, j'ai même pas le temps de me rendre compte de ce qui se passe. Et puis comme tu disais, la fin et les adieux auraient gagné à être un peu plus émouvants aussi, voilà, donc le dernier quart d'heure de fin aussi aurait dû être prolongé. Mais ce que j'aurais aimé être prolongé aussi à intervalles réguliers dans le film, c'est ce côté choc culturel. Alors moi j'aime bien ce côté très bienveillant de la part de John
McTiernan, c'est-à-dire que ils ont du respect, ils gagnent le respect les uns pour les autres, mais même si on le taquine un petit peu, le personnage de Ahmed, on le maltraite jamais vraiment. Les Vikings le maltraitent jamais vraiment. Très vite, il appelle petit frère. Enfin, j'aime bien. C'est un bon feeling, hein, quand même, tu vois, autour de ce film. Tu peux craindre en revoyant un film qui est sorti il y a 27 ans, te dire, oh là là, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de raciste dans le film? Je trouve que finalement, le film s'en tire pas trop mal, tu vois, et du côté des Vikings et du côté du monde arabe, on va dire plus largement, que représente Ahmed. Mais ça manque de choses qui auraient été très intéressantes. C'est-à-dire que oui, Ahmed sait écrire et apprend à écrire en arabe à un des personnages vite fait comme ça. Ah, j'ai pas le droit de boire de boissons qui viennent de la fermentation du raisin. Mais non, mais l'hydromel, c'est du miel. Ouais. C'est rigolo, c'est charmant. Quand il le voit faire sa prière juste avant le combat, on respecte le fait que, voilà, dans son coin, il fait sa prière. Et après, quand il doit faire une espèce d'incantation avant le combat, réciter avec les autres, il récite avec les autres cette espèce de mantra avant que la bataille ait lieu. On évite des écueils qui pourraient être vraiment très racistes et très dommageables. Je trouve que ça s'en sort pas trop mal, mais j'aurais voulu qu'il y ait davantage d'interconnexion culturelle. Tu vois, par exemple, bah justement sur toute la mythologie. À un moment, un des personnages dit il y a un dragon qui va venir à la tombée de la nuit. Je crois pas au dragon. Et c'est tout. Et j'aurais bien aimé qu'ils disent bah un dragon c'est quoi moi dans ma culture, ça symbolise quoi, c'est quoi, et eux c'est quoi pour eux. Et là tu dis là il y a une occasion manquée de confronter deux cultures, deux mythologies, deux approches des choses. Qu'est-ce que ça représente de mal, de bien, comment tu te l'imagines même physiquement. Il y aurait eu tout un truc à faire qui aurait enrichi l'univers du film, tu vois. Ça aurait pas été une digression à côté qui a pas trop de raison ou qui est là juste pour apporter de l'humour ou je sais quoi. Ça aurait vraiment servi le film sur les questions du personnage. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce que ces créatures sont réellement humaines ou est-ce qu'elles sont démoniaques? Mais c'est quoi le rapport au démon? C'est quoi le rapport au mal pour un arabe? C'est quoi le rapport au mal pour un viking? Et je trouve que ça c'est très succinct dans le film. Et c'est dans des cas comme ça que je trouve que c'est dommage en fait. Mais je crois que moi, je l'ai plus ressenti par la mise en scène que par le dialogue ou le scénario pur. J'ai un ou deux exemples en tête, notamment au tout début, quand il y a donc cette cérémonie funéraire des Vikings. On nous est présenté en fait l'idée qu'on va mettre le feu à son navire et monte une femme qu'on estime du coup, j'imagine, être son épouse. Et on filme cette scène du point de vue vraiment de Ahmed. Donc on est loin, on est très très loin et on fait pas un zoom immense en fait. On a vraiment cette distance pour comprendre que c'est Ahmed qui regarde cette cérémonie et que du coup une femme vivante va de son plein gré se faire immoler sur un navire en feu parce que son mari, le roi, est mort. Et là j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une réflexion par la mise en scène de c'est quoi les rapports interculturels, où on sent que le personnage il est à la fois fasciné et dégoûté, qu'il peut pas s'empêcher de regarder comme nous et en même temps on n'est pas dans du spectaculaire, du voyeuriste, avoir la femme crier, avoir la chair comme ça se carboniser. On se dit ok c'est de l'ordre de la barbarie, encore ce mot, mais comme je ne connais pas cette culture, plutôt que de juger trop vite, je continue de regarder un peu ébahi, puis on verra ce que j'en pense plus tard. Et t'as la même chose aussi avec le moment de divination où la personne viking dit le nom des guerriers qui doivent partir au combat. C'est vraiment filmé de manière presque subliminale, quoi. On voit pas très bien les osselets, on voit pas très bien l'accoutrement ou le visage de la personne qui fait la divination. On sent que Ahmed il voudrait s'approcher, en même temps il ose pas. Enfin, il y a cette distance qui est assez respectueuse, comme je dis, la fascination et dégoût à la fois. Et c'est là où c'est dommage, je trouve, c'est que quand il est au cœur de ce qu'il estime la barbarie, c'est-à-dire ce peuple qui est cannibale, il va pas avoir le même réflexe. Il va pas se dire, ok, ça me fascine, ça me dégoûte, mais je juge pas, je continue à me poser des questions. Et c'est là où je trouve que le film passe, mais en 5 secondes de très intelligent à très bête, quoi. Ça, c'est sûr que c'est pas juste la faute et McTiernan ou du coup Crichton, mais c'est une époque, quoi. Il faut que les choses soient simplistes, il faut qu'il y ait une morale simpliste. Peut-être que les tests qu'ils ont fait à l'époque, les gens comprenaient pas, ils trouvaient ça trop ambigu. Donc moi je me dis, aujourd'hui un film comme ça, soit t'en fais un truc à la Northman un peu perché, psychédélique et très esthétisant, soit au contraire t'en fais un truc de pop culture mais complètement décérébré, une série B. J'ai vu l'adaptation de Donjons et Dragons, la dernière en date, où t'es en mode ok bah c'est une périspécie après une autre, on se marre, c'est léger quoi, genre il y a aucune gravité possible imaginable. Et je trouvais que dans les péripéties du le 13e guerrier, il y avait un côté un petit peu comme ça
jeu de rôle de 4 potes autour d'une table et des bières. Oui, donc vous allez dans la forêt demander à la sorcière ce qu'elle pense des ennemis. Et du coup, la sorcière elle leur fait un baratin. Elle leur dit oui, il faut que vous alliez dans la terre. Elle leur dit un indice un peu de merde, quoi, tu veux. Ouais. Et t'es dans cette logique-là un peu. C'est pas une intrigue, c'est juste une suite de péripéties qui sont vraiment tenues par un fil hyper léger et qui sont des excuses à des combats, à des scènes d'infiltration. Le rythme Ouais, avant tout, tu vois, t'as l'impression que le credo, c'est le rythme avant tout. Faut pas que le spectateur s'ennuie, c'est les travers d'Hollywood de vouloir aller vraiment à l'efficacité. Et je pense que Crichton, en tant qu'auteur, il réfléchit aussi comme ça. Et c'est ce que je te disais au début, voilà, est-ce qu'on est sur un film d'aventure d'1h40? Est-ce qu'on est sur quelque chose de plus ample avec davantage de forme aussi? Voilà, est-ce que je suis sur effectivement du fantastique, du film de guerre? Est-ce que je suis, voilà, sur une épopée, un voyage? Là, c'est vraiment aventure rythmée et vraiment, je trouve que ça nuit au film parce que t'as vraiment des moments où ça te paraît très étrange la façon dont le film est monté. Ce serait vraiment efficace et fluide et bien fait. À la limite, tu dirais bon bah le film il est comme ça effectivement. Mais moi je trouve qu'il y a vraiment des moments où c'est assez accidenté. On l'a redit sur le début du film. Le début du film te laisse vraiment une impression très bizarre. Les critiques à l'époque, elles disaient c'est un film qui est hyper bien pour son atmosphère, mais qui déçoit pour son intrigue et son histoire. L'atmosphère, le problème c'est qu'il faut la laisser s'installer. Son atmosphère, j'ai l'impression que des fois on me coupe le truc, on me téléporte à un autre moment et je trouve qu'il manque quand même de fluidité. C'est un film des années 90 et on aime revoir ces films pour la qualité technique de ces productions-là. Je sais pas pour toi, mais moi je suis toujours agréablement surpris de revoir des films, même ceux que je trouvais moyens, un peu cons, américains. Et tu dis, waouh, quand même, le montage il est super. La photo, là c'est Peter Menzies Jr., qui est pas d'ailleurs quelqu'un qui a une carrière plus folle que ça. Bon, il a travaillé avec John McTiernan déjà sur Une journée en enfer, il me semble. Mais sinon, tu vois, il a fait aussi du Expandables 3, par exemple, ou le film Lara Croft. Mais la photo est très belle. La musique de Jerry Goldsmith. Alors, il y avait d'abord eu une première partition de Graham Revel que Michael Crichton a foutu à la poubelle et finalement il a appelé Jerry Goldsmith. Bon, ben voilà, quand on a une signature comme Jerry Goldsmith aussi, ça apporte de l'ampleur au projet. Même si je trouve que la musique, elle est pas particulièrement inspirée, je trouve pas que ce soit son travail le plus fou à Jerry Goldsmith. T'as tous ces techniciens, ces grands postes et tout ça. Et pourtant, ben moi je trouve que dans le montage, en tout cas, il y a un truc qui fonctionne pas complètement. C'est pas la faute du monteur, c'est la faute du fait que tu vois que c'est un film effectivement malade, tu vois que c'est un film où il n'y a pas la vision d'un auteur qui a toutes les clés en main du début à la fin et que c'est contrarié par des remontages après des séances tests négatives, par là on accélère le rythme, là on coupe tout ça et voilà, moi je trouve que ça se voit à l'écran, même si c'est un film qui bizarrement s'améliore au fur et à mesure. J'ai rarement vu ça au cinéma, c'est-à-dire que le début vraiment je trouve que c'est assez chaotique, c'est assez mal fichu quoi, c'est étrange de dire ça d'un film à plus de 100 millions de dollars hollywoodien, mais ça paraît très mal fichu et je trouve que ça s'arrange au fur et à mesure. On gagne en fluidité, on gagne en efficacité, en ampleur dans le film au fur et à mesure. C'est assez bizarre quand même l'impression que ça te laisse. Non, totalement. Et moi, je pense que les images qui me restent, c'est des images très naturalistes, de décors en dur, avec de la boue, avec une image un peu terne et en même temps assez contrastée, assez moderne quand même sur ces aspects-là. Cette ligne que je voyais avec le jeu de rôle, parce que je trouvais plein de rapprochements assez drôles à faire. Je trouvais qu'il y avait vraiment la même sensation, tu sais, de la power fantasy, l'idée de la montée en puissance des niveaux, avec ce personnage qui commence, on nous le présente comme un esthète, et à la fin il se bat avec les Vikings côte à côte, donc il a vraiment monté en puissance. Et en même temps, il a presque sa caractéristique, je sais pas si tu te souviens, il y a une scène où on lui donne une épée et il n'arrive pas à la soulever, elle est trop lourde, et du coup il va se forger un cimeterre et il taille comme ça un pieu de manière hyper adroite. Et là, t'as clairement dans Donjons et Dragons, tu peux avoir le barde qui utilise la dextérité plutôt que la force brute pour se battre. Et puis t'as des personnages plutôt barbares, d'autres rôdeurs parce que c'est des pisteurs et tout. Et donc t'as cette complémentarité aussi, je trouve, du groupe. Les personnages, les Vikings, sont pas très développés. Vraiment, il n'y a pas de psychologie. Il y a juste un qui, voilà, est un peu plus futé, un peu plus polyglotte que les autres. Donc du coup, ça devient un peu le sidekick, on va dire. Un qui est un peu plus noble, qui est joué par Vladimir Kulik, voilà, qui sert d'une noblesse. Et t'as voilà ce roi aussi qui est du coup à une arche un petit peu entre guillemets. Voilà. Mais sinon les autres ils sont un petit peu interchangeables. Mais par contre dans les scènes d'action, les scènes d'infiltration, les scènes on va dire aussi d'enquête où des fois ils essaient de repérer des indices. Notamment il y a un massacre qui a été perpétré sur une famille dans la forêt et tu sens qu'il y en a qui regardent certains indices en se faisant des hypothèses sur où ils sont partis, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Donc il y a une certaine complémentarité dans le groupe qui pour moi me rappelle beaucoup
beaucoup le jeu de rôle et qui rend le film assez jouissif. Oui, mais c'est vrai que la montée en puissance du personnage, voilà, c'est vrai que c'est galvanisant. De toute façon, un personnage qui commence maladroit et qui gagne ses galons de guerrier. Alors pour peu qu'on aime ce type de récit et ses valeurs un peu viriles, hein, ces valeurs très masculines, bon, en tout cas, je pense que John McTiernan sert bien ces thématiques-là, de toute façon, voilà, et de quelque chose qui pourrait être effectivement très bas du front sur le papier. Il arrive à en faire quelque chose d'un peu plus complexe, d'un peu plus noble et avec de vraies réflexions quand on lui laisse faire ce qu'il peut faire, des vraies réflexions sur la condition humaine en fait, sur la vulnérabilité des héros, la mortalité des héros, les ambitions des héros, ce à quoi il peut croire, le Valhalla, enfin toutes ces choses-là. Bon, je trouve que ça affleure quand même à certains moments ce regard de John McTiernan sur le film. Il y a à certains moments quand même un côté épique, il y a quand même une noblesse qui apparaît dans le film. Et puis voilà, c'est quand même l'un des rares films hollywoodiens dont le personnage principal est vraiment le personnage par lequel tu vois le film, le personnage entré par lequel tu entres dans cet univers et dont tu gardes le point de vue, et vient quand même du monde arabe. Il y en a quand même pas tant que ça. Alors bon, là il est joué par Antonio Banderas, voilà, qui est un espagnol. Hélas, à Hollywood, à ce moment-là, il n'y avait pas d'acteur d'origine arabe qui aurait pu porter ce film. En fait, la seule star venue du monde arabe, Omar Sharif, oui. et ben voilà, il est dans le film. Simplement, le problème, c'est qu'à l'époque, il avait déjà 65 ans, quoi, peut-être pas loin de 70. Et donc, là, il joue plutôt le mentor. Il passe le relais à Antonio Banderas. Il disparaît au bout d'un quart d'heure. Voilà, finalement, la seule grande personnalité venue du monde arabe, il est égyptien, si je dis pas de bêtises, hein, Omar Sharif. Ça a été Omar Sharif, qui avait en plus une carrière déjà de 40 ans au moment de ce film-là. Mais il leur manquait un acteur dans la trentaine, dans la quarantaine, pour jouer le rôle de Ahmed. Bon, aujourd'hui, les choses n'ont pas tant évolué que ça, hélas. Bon, on a un Rami Malek, on a Mena Massoud qui avait fait Aladdin. Bon, on a peut-être quelques acteurs sous la main à Hollywood s'il s'agissait de faire un personnage principal venu du monde arabe. Mais voilà, c'est un peu le problème du film quand on le revoit. C'était déjà un problème qui était soulevé à l'époque, hein, cela dit. Le côté whitewashing, enfin je sais pas comment on le dirait aujourd'hui. Si, ça, ouais. C'était déjà souligné à l'époque, je me souviens. En tout cas, nous, de notre regard d'Européens, il y avait un côté, bah dis donc, ces Américains, tout ce qu'ils trouvent, c'est un Espagnol à mettre. Pour eux, c'est interchangeable. Les cultures sont toutes interchangeables. C'est le sud. Voilà. Bon, après, dans le casting des Vikings, t'as aussi Tony Curran qui est un acteur écossais, puis t'as un acteur Vladimir Kulik qui vient des pays de l'Est. Bon, c'est un peu pareil aussi pour représenter des acteurs qui sont censés être scandinaves. Ça part un petit peu dans tous les sens aussi, mais voilà. Et le film est sorti presque 2 ans juste avant le 11 septembre 2001. Donc il est sorti le 27 août 99. Je sais pas, moi, en voyant ça, je me suis dit, bah, il y a une timeline alternative où le film a mieux marché. Du coup, il y a peut-être une représentation plus positive aux États-Unis dans la culture populaire, voilà, du monde arabo-musulman, et peut-être qu'il y aurait eu moins cette diabolisation qu'il y a eu quand même juste après le 11 septembre. Où moi, j'ai eu l'impression, enfin, c'est des souvenirs un peu vagues et c'est pas une recherche exhaustive que j'ai faite, mais j'ai eu l'impression que après le 11 septembre, les grands méchants sont passés des Russes aux Arabes. Voilà, du coup, les seuls Arabes qu'on voyait, c'était des terroristes, c'était des grands méchants avec des plans de domination du monde. Ouais. C'est ce qui est triste, c'est que c'est un des premiers rôles un peu positifs, bon, malheureusement pas joué par quelqu'un d'origine arabo-musulman, mais que surtout, le fait que le film n'ait pas marché, c'est à la fois une cause et un effet du sectarisme des Américains, je pense, sur la question justement interculturelle, quoi. Le film est un peu méta aussi pour ça. C'est-à-dire que le film voudrait un petit peu parler de l'interculturel, n'y arrive pas totalement, et on va dire, le narratif autour du film aurait pu aussi être une occasion de parler d'interculturalité aux États-Unis et se prendre les pieds dans le tapis aussi. Et donc aujourd'hui, bah, c'est surtout le souvenir d'un gros ratage, quoi, sur cette question-là de comment tu montres au cinéma d'autres visages, d'autres cultures avec empathie. Bah, on est passé en fait d'un mépris, d'une certaine façon, d'un manque de considération pour les gens qui viennent de cette culture à carrément une diabolisation, à carrément un rejet, une hostilité envers ces personnes-là. Donc là où effectivement, si le film avait fonctionné, il aurait peut-être aidé à ce que Hollywood montre de l'intérêt pour les peuples arabes différentes, les différentes cultures du monde arabe. Et on est passé du manque d'intérêt à carrément la peur, l'hostilité, et c'est vraiment triste. Et tu vois, en 2010, on va encore reparler de Disney, mais Disney adapte Prince of Persia. On l'a complètement oublié, c'est un film à 200 millions de dollars. Là aussi, c'est un peu un film qui est passé un petit peu à la trappe. Qui joue le rôle du personnage principal, c'est Jake Gyllenhaal. Enfin, là, c'est vraiment, on n'assume plus du tout le fait
que ce soit un prince En Perse, perse, voilà, c'est pas exactement la culture arabe, mais on sent que voilà, arrivé en 2010 avec Prince of Persia, c'en est embarrassant à quel point il n'assume pas de confier la dramaturgie et l'empathie que va avoir le personnage à des personnages qui viennent de certaines cultures pour lesquelles ils ont un mépris latent en tout cas, et ça a été un ratage de prix avec Prince of Persia. Ouais. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait l'association dans ma tête en te le disant qu'il y avait eu quand même Robin des Bois, Prince des voleurs avec Morgan Freeman qui jouait un musulman, alors à mort, voilà. J'ai pas vu le film depuis 15 ou 20 ans, mais j'en avais le souvenir de voilà plutôt un personnage positif avec une vision de l'islam quand même plutôt comme une religion progressiste. Donc c'est un aussi des rares exemples de cette époque, des rares tentatives, on va dire, de montrer ces autres cultures sous un regard un peu positif. Mais ça se trouve, il y a des gros clichés dedans aussi. Hein. J'ai pas vu le film depuis trop longtemps pour en être sûr. Bah oui, c'est toujours délicat quand on replonge dans le cinéma des années 90. Alors l'époque 2000, comme tu l'as dit, l'époque post-11 septembre, où les États-Unis étaient complètement flippés. L'époque Bush, à mon avis aussi, si on revoit certains films, on va saigner des yeux et des oreilles en entendant les différents clichés. Mais finalement, c'est vrai que Le 13e guerrier, c'est peut-être un des films qui s'en sort le mieux dans cet intérêt pour des cultures exotiques hein, du point de vue des Américains. Alors en plus, n'oublions pas que c'est un film qui se passe au Xe siècle. Hein. Il y a l'exotisme d'un sultanat et les Vikings. Voilà, il y avait aussi ce côté très exotique, ce côté très dépaysant d'une histoire qui se passe au Moyen Âge. Hein. N'oublions pas ça. Donc si on peut finir par un appel, hein, donc si les rushs existent, release the McTiernan cut, on peut lancer le hashtag. Bah oui, parce qu'on est quand même je curieux pense de que- voir cette version, hein, même si McTiernan Bien sûr. n'est pas le meilleur vendeur de cette version et nous assure que c'est pas si intéressant que ça de la déterrer. Moi, je serais quand même curieux de la voir. Totalement. Et en plus, entre la version sale et la version Final Cut de Blade Runner, il y a eu quoi? Il y a eu 20 ans aussi, donc c'est possible de voir un truc ressurgir effectivement dans quelques temps. Le problème, c'est qu'on n'a pas du tout parlé, mais McTiernan, il a eu des gros ennuis avec la justice américaine, il a fait 1 an de prison, il est ruiné, il a rien fait depuis Basique, voilà, que j'ai même C'est pas 2003, je crois. vu. Ouais, 2003, donc ça fait déjà 23 ans qu'il a rien fait en long métrage. Ah, il est complètement Et, tricard à Hollywood. Hein. Tricard, ouais. Du coup, Ouais. il est quand même un peu âgé maintenant. Ouais, il a 75 ans. Et donc, je crois qu'il a pas fait plus que quelques pubs, en fait, depuis qu'il est sorti de prison. Donc, malheureusement, ça n'aide pas. Alors que sur Blade Runner, le réalisateur est quand même toujours très actif. Donc, c'est une autre dynamique, on va dire. Bah écoute, merci Thomas d'être passé dans Hollywood's Bowl. Avec Tu reviens plaisir. quand Ça tu fait veux. toujours du bien de parler de films qui se sont fait mal. Oui, c'est toujours intéressant ces processus dans la douleur. On te retrouve sur ta chaîne YouTube. Tu es toujours actif. Je publie moins en ce moment, depuis 1 an, sur ma chaîne YouTube Ciné Chamanisme. Après, il y a quelques vidéos qui peuvent quand même intéresser les gens qui s'intéressent à la mise en scène, de scènes voilà, psychédéliques, oniriques, surréalistes. Et je publie moins en partie parce que maintenant, mon activité critique, c'est plus avec Aurélien Millot sur le podcast Les Vocaux du cinéma. Ouais. Donc ça me prend déjà un peu de temps et donc ça, plus la thèse que j'ai en cours, j'avoue que j'ai un peu de mal à doubler avec des vidéos YouTube. La dernière vidéo YouTube que j'ai faite, c'était sur Alpha de Julia Ducournau, où j'essayais un peu de défendre le film et défendre aussi la carrière de la réalisatrice parce que je crois qu'on s'est un peu trompé sur nos attentes vis-à-vis de son cinéma. Donc voilà, les plus curieux pourront aller voir ce qu'ils en pensent. Ah, ok. Eh ben, c'est justement sur ta chaîne un univers qui est finalement pas si loin que ça de celui de McTiernan et du 13e guerrier avec ce rapport à la nature aussi, une forme de chamanisme aussi. Donc finalement, c'est pas si surprenant que t'aies choisi de parler de ce film-là Oui, aujourd'hui dans Hollywood's Bowl. totalement. Lo, there do I see my father. Lo, there do I see my mother and my sisters and my brothers. Lo, there do I see the line of my people. Back to the beginning. No, they do call to me. They bid me take my place among them. In the halls of